Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire troublante de David Hamilton, un photographe mondialement connu, accusé d'agression sexuelle et de viol. D'un côté, il essayait de faire ressortir le côté pur et innocent de la jeune fille avec ses voiles, ses fleurs. Et d'un autre côté, il les abusait derrière. Il faisait ressortir ça et derrière, il y avait cette saleté. De la première plainte en 1997 jusqu'à l'emballement médiatique de 2016, l'artiste sera au cœur d'innombrables polémiques et controverses. Au bout de 2 heures, je lui demande est-ce qu'il avait des relations sexuelles avec ces jeunes filles qu'il faisait poser. Quelqu'un de sensé aurait dû dire enfin, vous n'y pensez pas. Mais il disait ni oui ni non, débrouillez-vous avec ça, voyez ce que vous avez envie de voir, moi je suis un artiste. Nous sommes à Draguignan, dans le département du Var. Située au pied de la colline du Malmont, cette cité de 39 000 habitants possède un riche patrimoine historique et culturel, avec notamment sa célèbre tour de l'horloge. C'est une petite commune qui est entre les gorges du Verdon et la Méditerranée, et qui est un peu à l'ombre touristique de ses cousines qui sont Fréjus et Saint-Raphaël, mais qui est une destination un peu touristique pour les Français. C'est la deuxième ville du Var après Toulon. C'est une ville qui a eu une importance assez forte quand même, mais qui à partir de 1974, du milieu des années 70, a perdu beaucoup de sa superbe, notamment en perdant son statut de préfecture. C'est une ville ensuite qui est un peu périclitée, mais qui a beaucoup de charme, comme beaucoup de villes du Sud. Une commune paisible, du moins jusqu'à l'hiver 2008. Ce 28 janvier, l'avocate, maître Taylor Salus, rédige une lettre au procureur de la République de Draguignan. Elle représente une jeune femme de 18 ans, appelée Élodie, qui n'a pas trouvé le courage de se déplacer jusqu'au commissariat. Elle est plutôt venue me voir sur l'initiative de ses parents, qui l'avaient convaincue d'être entendue par un avocat, parce que la famille me connaissait et qu'ils avaient besoin qu'elle soit entendue en toute confiance, en toute confidentialité. Dans sa lettre, l'avocate raconte qu'Élodie a été abusée sexuellement au mois d'avril 2004 par un célèbre photographe alors qu'elle était encore mineure. On porte plainte pour viol parce qu'il y a eu des faits de viol, c'est-à-dire des faits de pénétration, et pour attouchement, parce que ça, des attouchements, il y en a eu pratiquement à chaque fois qu'elle le voyait. Alors que s'est-il passé exactement avec ce photographe? Pourquoi Élodie a-t-elle attendu 4 ans avant de déposer plainte? Et quelle sera la version de l'auteur présumé? À l'été 2004, Élodie a 14 ans, lorsqu'elle part en vacances avec ses parents sur la Côte d'Azur. Un jour, tandis qu'elle déjeune en famille dans le village de Ramatuelle, la jeune femme est abordée par un photographe. Elle raconte qu'il l'a repérée au Club 55, qui est un club en bord de mer et qui est un peu le restaurant un peu chic, typique de la French Riviera. Et elle a été repérée là-bas, elle était jeune, blonde et fine, comme tous les modèles de ce photographe-là. Et il l'aborde, il lui donne son numéro de téléphone et il lui dit qu'il aimerait bien faire des photos avec elle. Elle a 14 ans au moment des faits et lui, il a 71 ans. Ils ont pratiquement 60 ans de différence. C'est pas une génération de différence, c'est 2 générations de différence. Mais cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de David Hamilton, un photographe britannique, célèbre dans le monde entier
pour ses portraits d'adolescentes. Élodie accepte l'invitation et le lendemain, elle se rend dans sa maison à Ramatuelle pour une séance photo. Ses parents, finalement assez prudents, lui disent « Écoute, tu peux aller le voir, mais tu dois y aller avec un ami. Quelqu'un qui t'accompagne de ton âge, mais n'y va pas toute seule. » Donc elle y va. L'essai s'avère concluant et le photographe ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il lui dit « Je vais faire de toi un bijou, tu vas avoir une carrière internationale, tu sais très bien pour la photographie, c'est vraiment, tu es le modèle qu'il me faut. » Élodie a des étoiles plein les yeux et passe de plus en plus de temps aux côtés du photographe. Parfois avec des amis, mais souvent seule. Il l'a emmené au restaurant à Saint-Tropez, toujours au Club 55, et il lui dit « Tu diras que tu as 18-19 ans ». Ça, il le dit systématiquement. Ce qui prouve qu'il a conscience qu'il n'est pas logique d'emmener une jeune fille de 14, 15, 16 ans auprès de lui un peu partout. Il le sait très bien. Aussitôt la confiance établie, les choses s'accélèrent. Les premiers essais laissent place à des séances photos sans assistant, sans parents, et avec toujours le même rituel. Elle raconte d'abord les massages qu'il lui imposait avant les séances photos. Elle raconte que les massages se sont faits de plus en plus intimes, que les mains se sont faites de plus en plus baladeuses. Il lui fait croire que pour la luminosité de ses photos, il faut être enduite de crème pour le corps. Et à partir de là, il va commencer à la toucher et les gestes sont de plus en plus déplacés jusqu'au viol. Des accusations lourdes qui surgissent 4 ans après les faits présumés. Élodie explique qu'à l'époque, elle ne savait pas comment en parler autour d'elle. Issue d'un milieu modeste, la jeune mannequin en devenir avait peur de décevoir ses parents, qui voyait dans sa rencontre avec David Hamilton la chance de s'élever socialement. Désormais majeure, Élodie veut être reconnue en tant que victime. Mais le parquet ne fait absolument rien. Le dossier ne bouge pas. Elle est interrogée, mais on considère que c'est pas une jeune fille qui est vraiment dans les clous, que ce qu'elle raconte, on n'est pas vraiment sûr que ce soit tout à fait réel, qu'elle a une vie un petit peu dissolue à 18 ans et que donc elle n'est pas très crédible. Et le dossier ne bouge plus. Il faudra attendre le 7 avril 2008 pour que l'affaire soit transmise au parquet des mineurs de Paris. C'est à ce moment-là que les enquêteurs parisiens découvrent que le photographe a déjà fait l'objet d'une première plainte en 1987. Il est accusé par une certaine Alice de l'avoir violée au Cap d'Agde dans les années 80. Elle a été repérée au rez-de-chaussée de son appartement qu'elle louait pendant ses vacances avec ses parents par David Hamilton. Alice a alors 14 ans. David Hamilton, 40 de plus. Dans son témoignage, la jeune femme prétend avoir été manipulée par cet homme. Le photographe demande à faire des photos seul avec elle et là, il l'approche, il blesse sa confiance en elle de manière à la rendre plus vulnérable par des petits mots perfides, notamment lui disant qu'elle n'est pas si belle que ça et qu'elle a bien de la chance. Elle a commencé les shootings et les viols ont commencé assez vite. Ils se sont passés sous la douche, ils se sont passés sur le balcon. Moi, ce qui m'a énormément marqué dans son témoignage, c'est que quand il l'a violée, elle avait 14 ans. Il lui a dit le lendemain « Champagne, tu n'es plus vierge ». Suite à la plainte d'Alice, âgée de 24 ans en 1997, une confrontation est organisée avec David Hamilton.
Accompagné de son avocat, l'homme reconnaît des caresses sur les fesses, mais nie toute relation sexuelle. Et finalement, le photographe ne sera pas inquiété par la justice. C'est toujours pareil. Entre le moment où vous déposez plainte et vous rappelez quelque chose, il s'est passé parfois 5, 10, 15, 20 ans. Comment prouver ça? Mais la plainte d'Élodie, 11 ans après celle d'Alice, change la donne. Au regard de ce nouveau témoignage, David Hamilton est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol par personne ayant autorité le 5 mai 2010. Dès lors, une confrontation est organisée dans le bureau du juge d'instruction à Paris. Elle est impressionnée, elle le fait, elle est courageuse. Il y a l'avocat de M. Hamilton, il y a M. Hamilton à côté d'elle, à 50 cm d'elle. Et voilà, elle redéballe tout ce qu'elle avait sur le cœur. C'est ensuite au tour du photographe de donner sa version. C'est un monsieur assez bonhomme, un petit peu enrobé, habillé un peu en gentleman farmer. Lui ne conteste pas, il ne nie pas la plupart des éléments qu'elle verse au dossier. Finalement, il dit c'était pour sa carrière, c'était pour lui faire du bien, je ne faisais rien de mal. Et là, finalement, quand on sort du cabinet d'instruction, vu ce qui a été dit, on est persuadé qu'il va y avoir des poursuites. Mais le 17 février 2011, le couperet tombe. Un non-lieu est prononcé par la Cour d'appel de Paris pour la plainte d'Élodie. Malgré des faits similaires avec la première plaignante, l'instruction donne raison à l'homme de 78 ans. Et pour cause. Élodie a continué à faire des photos avec lui, même après les viols présumés. Elle y retournait parce qu'elle pensait que sa carrière allait démarrer, parce qu'il la tenait un peu dans une espèce de secret et à la fois, mais je vais te montrer, tu seras un diamant, tu es un joyau, voilà, tu auras une carrière internationale. Donc, quelque part, elle y croit. C'est donc qu'elle était consentante. On va très vite considérer dans le petit milieu de la photographie que Hamilton est inattaquable, il est au-dessus de tout soupçon. Et là, on touche à un autre problème. Est-ce que, parce qu'on est artiste, on peut tout se permettre? Sans doute qu'il y a eu une époque pas si lointaine où c'était possible. Pour Élodie, ce non-lieu est une immense désillusion. On ne m'a pas cru, j'exerce aucun recours, je laisse tomber. Elle a plus de 18 ans, elle a continué sa vie, elle ne veut plus entendre parler du monde judiciaire et on peut la comprendre. Alors, David Hamilton est-il vraiment ce prédateur sexuel décrit par Élodie et Alice? D'autres femmes vont-elles déposer plainte contre lui? Et qui est cet homme que l'on dit inattaquable? David Hamilton est né à Londres le 15 avril 1933 dans une famille modeste. Il passe son enfance et son adolescence en Angleterre avant de traverser la Manche dans les années 50 pour s'installer à Paris. Très vite, il va être attiré par le monde des arts et il va commencer sa carrière en tant que directeur artistique. On va notamment le retrouver en 1966, au printemps, où il va diriger les vitrines et toute la création artistique de l'espace de ses boutiques. En parallèle de cette activité, il commence une carrière de photographe. Il a alors 33 ans. Les débuts sont toujours un petit peu difficiles, mais très vite, il va se distinguer en photographiant des jeunes filles et il va acquérir une première notoriété dès 1970 quand son travail va être montré dans des galeries de Manhattan. Dès lors, David Hamilton devient une référence dans le milieu de l'art.
Il a connu une très très grande renommée mondiale avec son style reconnaissable entre mille qui met en scène de jeunes femmes blondes, des adolescentes âgées de 13, 14, 15, 16 ans maximum. Hein. Il avait dit 14 ans, c'est l'âge idéal. Dans des poses lascives, ces adolescentes, elles sont évanescentes, il y a ce voile, ce brume, et son style reconnaissable entre tous, c'est ce fameux flou hamiltonien, qui est un flou assez banal, hein, au fond, consiste à projeter un voile peut-être de satin sur son objectif. C'est toujours la poursuite de l'innocence, la beauté fragile. Il y avait Balthus comme peintre et Nabokov qui a écrit Lolita. Et nous ne sommes pas nombreux de choisir ce sujet. Et moi, c'est comme le l'âne qui court toujours après la même carotte toute sa vie. Si son travail choque une partie du public, ses œuvres ne laissent personne indifférent. Ça a même été, selon les Français, le photographe le plus connu devant Cartier-Bresson et Doisneau dans les années 90. Voilà, un dandy en Aston Martin qui fumait des cigares. Il n'était pas forcément apprécié par le milieu de la photo, mais il avait été vraiment plébiscité par le public. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les adolescentes l'aimaient beaucoup. Et puis, c'était une bonne machine à cash. Il a vendu 1,7 million d'exemplaires de ses livres. Il en a fait une trentaine. Il est également populaire parce qu'il y a des très très grandes marques qui font appel à ses services et à ses clichés, qui par exemple lui commandent vraiment de travailler sur certaines de leurs campagnes publicitaires avec ce style Hamilton. Donc il faut imaginer le niveau de reconnaissance dans lequel il baigne à ce moment-là. C'est un homme à qui on ne refuse rien. À la fin des années 70, le photographe s'essaie même au cinéma, où il décline le style qui a fait sa renommée dans une série de films érotiques. Il fait quand même 5 films et qui marchent très très bien parce qu'il est quasiment seul sur ce créneau-là. Côté vie privée, David Hamilton se montre très discret. Il se marie une première fois avec l'un de ses modèles, puis épouse une dénommée Gertrude. Il était proche des parents de ces jeunes filles, qui étaient toutes, les deux étaient plus jeunes, bien plus jeunes, de 17 ou 20 ans, plus jeunes que lui. Très attaché à la France, le photographe partage sa vie entre son appartement parisien, sa villa sur la Côte d'Azur et le Cap d'Agde. Un lieu qu'il apprécie pour sa lumière, mais également pour son célèbre quartier naturiste. Il avait découvert au Cap d'Agde une possibilité qui était étonnante pour lui, qui cherchait des jeunes filles, adolescentes, prépubères, et pour les trouver dans un seul lieu où en 2 mois, juillet-août, il avait des centaines, voire des milliers de jeunes filles qui se présentaient nues devant lui sans qu'il ait besoin de recourir à un casting. Mais avec les années, son obsession pour les adolescentes dénudées devient de plus en plus sujet à critique. Le fait d'être toujours seul avec les jeunes filles va poser énormément de questions sur ses relations exactes avec les modèles, puisqu'on sait qu'il s'enfermait littéralement avec les modèles seuls. Et au début des années 2000, suite aux révélations de plusieurs affaires de pédophilie en Europe, l'engouement autour de David Hamilton diminue considérablement. En Angleterre, déjà, ces expositions étaient interdites. Je crois aussi au Canada. Dans les pays anglo-saxons, on est assez prudent là-dessus. Mais en France, le public est toujours au rendez-vous. En 2007, à l'occasion d'une exposition de l'artiste dans la capitale, le journaliste Michel Guérin interviewe David Hamilton. Au bout de 2 heures, je lui demande quelle relation il avait avec ces mannequins. Est-ce qu'il avait des relations sexuelles avec ces jeunes filles qu'il faisait poser? Et évidemment, ça ne durait que 5 minutes la réponse. Il a botté en touche. Il ne répondait pas. Quelqu'un de sensé aurait dû dire, enfin, vous n'y pensez pas.
Non, évidemment, ce sont des mineurs, je n'ai aucune relation intime avec ces jeunes filles. Non, pas du tout. Mais il disait ni oui ni non, débrouillez-vous avec ça, voyez ce que vous avez envie de voir, moi je suis un artiste, et puis il m'a mis dehors surtout. Alors pourquoi le photographe entretient-il le mystère autour de sa réputation sulfureuse? D'anciens modèles de David Hamilton feront-ils des révélations? Et comment l'affaire va-t-elle rebondir? Le dossier David Hamilton aurait pu s'arrêter là. Mais c'est une autre personnalité, bien connue des Français, qui va placer à nouveau le photographe dans la tourmente. Flavie Flament est une animatrice française, on l'a vue sur différentes antennes, à la télévision. Aujourd'hui, elle travaille sur RTL avec une émission très appréciée où elle s'occupe notamment de bien-être et de questions assez variées. Elle est née dans un milieu assez populaire. Elle est née d'un père qui est un ancien footballeur en Normandie qui est devenu employé de la SNCF. Et sa mère est à l'aide sociale à l'enfance. Le 19 octobre 2016, Flavie Flament publie La Consolation, un roman autobiographique aux similarités troublantes avec les témoignages d'Élodie et d'Alice. Dans son livre, l'animatrice de 42 ans affirme avoir été violée à l'âge de 13 ans par un célèbre photographe. Elle parle de cet été 87 où tout a basculé et en fait elle raconte qu'elle était au Cap d'Agde dans un quartier naturiste et qu'elle dégustait une glace avec sa mère et que vieux photographe était à une table à côté donc sur cette même terrasse et qu'il a envoyé un de ses rabatteurs pour lui dire qu'il voulait lui faire des essais en photo. Encouragée par ses parents, l'adolescente accepte la proposition. Dès le lendemain, sa mère l'accompagne, puis la laisse seule dans l'appartement du photographe au Cap d'Agde pour un shooting. Le premier d'une longue série. Et au fur et à mesure, je commence à avoir des gestes déplacés à mon endroit, mais je suis toute petite, je me rends pas totalement compte de ce qui se passe. Et un après-midi d'août 1987, il me viole dans une douche d'angle d'un appartement miteux du Cap d'Agde. Il me tend une serviette éponge verre-bouteille et il me dit « Prépare-toi, ta mère va bientôt venir te chercher ». Dans son roman, l'animatrice prend le soin de ne jamais communiquer l'identité de son bourreau. Elle va aussi utiliser la troisième personne du singulier pour parler d'elle, enfant. Comme ça, juridiquement, elle peut raconter tout ce qui s'est passé sans être attaquable. Car les faits racontés sont désormais prescrits. En France, les lois sont claires. Quand on a été violé dans l'enfance, on a un délai pour porter plainte après l'âge de 18 ans. Ce délai était au départ de 10 ans, il a été rallongé à 20 ans, et à l'époque de Flavie Flament, elle avait jusqu'à 38 ans pour pouvoir porter plainte. Or, elle retrouve ses souvenirs aux alentours de la petite quarantaine. Donc elle ne peut plus porter plainte, il y a prescription. Elle ne pourra plus s'attaquer juridiquement à son violeur. Néanmoins, dans le livre, il y a suffisamment d'indices pour comprendre de qui elle parle. Et rapidement, le nom de David Hamilton circule dans les médias. Interrogée à ce sujet lors de la promotion de son livre, Flavie Flament va finalement confirmer l'identité de son violeur. L'animatrice explique également qu'elle n'a pas parlé plus tôt de son agression parce qu'elle souffrait d'amnésie. Ce qui est intéressant dans le cas de Flavie Flament, c'est qu'elle a eu un choc traumatique qui fait que sa mémoire a été bloquée.
Elle ne s'est plus souvenue très bien de ce qui s'est passé pendant ces séances de photographie. En fait, le cerveau, il y a une telle dose de stress qui se passe pendant l'événement que pour se protéger, des conséquences psychiques, il va se mettre en veille et l'événement va être complètement mis sous le tapis par le cerveau. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ça va ressortir parfois 40 ans après, parfois 10 ans après, parfois 20 ans après. C'est finalement en retombant sur une vieille photo d'elle à 13 ans, prise par David Hamilton, que Flavie Flament retrouve la mémoire en 2010. Alors, quelles seront les conséquences de ces révélations? Quelle tournure médiatique cette affaire va-t-elle prendre? Et comment le photographe se défendra-t-il? Quelques jours seulement après les révélations de Flavie Flament, l'affaire David Hamilton fait la une des journaux français. Et le 26 octobre 2016, le photographe, âgé de 83 ans, réagit aux accusations de l'animatrice à travers un communiqué de presse. Il va dire qu'il y a un acharnement médiatique sur sa personne, il va invoquer la présomption d'innocence, et puis il va complètement nier les faits en disant que, par exemple, Flavie Flament avait besoin de son petit quart d'heure de gloire. Mais 3 semaines plus tard, l'artiste va devoir faire face à d'autres témoignages accablants dans la presse nationale. Si les faits sont désormais prescrits, 2 femmes accusent le photographe d'agression sexuelle alors qu'elles étaient adolescentes. L'effet que le livre va avoir, c'est un effet qui s'appelle l'effet boule de neige, en fait. C'est que, comme dans toute affaire d'abus, d'agression ou de viol, un témoignage en amène un autre, en fait. Ça s'appelle le cercle vertueux de la libération de la parole. Quand une victime parle, les autres aussi. À l'automne 2016, lors de la sortie du roman de Flavie Flament, une femme, que nous nommerons Sophie, ne se sentait pas encore prête à témoigner dans les médias. Aujourd'hui, en exclusivité pour Crime, elle raconte sa rencontre avec le photographe en 1978. Tout le monde savait qu'Hamilton venait sur le Cap et il y a quelqu'un qui avait une boutique m'a dit t'es tout à fait son style et tout, marche là, il va te repérer. Et moi, dans l'idée, j'avais ces photos de voile, c'était très en vogue à l'époque. Et donc je marchais et puis évidemment une fois il m'a repéré, il est venu m'accoster, je me rappelle, il avait son appareil photo et il me dit ça vous dirait de faire des photos. Âgée de seulement 12 ans à l'époque, Sophie explique qu'elle s'est rendue seule dans l'appartement de l'artiste. Il a commencé tout doucement, il faisait d'abord des photos avec des jolies robes en velours. Mais au fur et à mesure des shootings, l'attitude de David Hamilton aurait changé et il se serait livré sur elle à des attouchements. Le photographe lui aurait même demandé un rapprochement sexuel avec d'autres filles, elles aussi mineures. On était gamines, on avait 12 ans, il y en avait qui avaient 14-15 ans. Il nous prenait, il nous laissait jouer si vous voulez. Il attendait avec son appareil photo qu'on aille l'une vers l'autre. Et puis avec son sexe, il frottait son sexe. Et puis il nous regardait comme ça. Et il nous disait abandonne-toi maintenant. Je pensais que c'était normal, quoi. Mais bon, on ne se rendait pas compte que c'était mal. Pendant 2 ans, Sophie, qui vit au Cap d'Agde, se rend régulièrement chez David Hamilton. Les parents de l'adolescente sont au courant pour les séances photos, mais ignorent ce qui se passe réellement dans le huis clos de son appartement, car la jeune fille préfère tout garder pour elle. J'avais peur de me faire juger dans le quartier. Ah ouais, alors là, j'avais trop peur. Qu'on me montre du doigt. Oh là là, oui, surtout pas.
Elles se sentent toutes petites, elles se sentent rien par rapport à ce mastodonte-là. Et puis, elles se disent qui je suis moi pour gâcher ce moment un peu de gloire pour ma famille, ce moment de lumière, qui suis-je vraiment? Et puis il y a toujours aussi cette cette culpabilisation, cette culpabilité chez les victimes de viols et d'agressions sexuelles, c'est de se dire mais au fond est-ce que je l'ai pas un peu cherché? 38 ans après sa rencontre avec David Hamilton, Sophie dénonce aujourd'hui une double peine. Elles ont été exposées complètement à nu de leur intimité la plus totale. En plus d'avoir été violées, elles ont été exposées nues dans des galeries, dans des livres, sur des posters, dans des chambres, dans des calendriers. Et c'est ce qu'elle dit, et ça aussi c'est un deuxième viol. Donc il y a ça aussi qui les empêche de parler, et comment j'ai pu être victime et participer à ça. Alors le monde de l'art a-t-il une responsabilité dans cette affaire? Comment expliquer que les parents de ces victimes présumées n'aient rien vu? Et David Hamilton continuera-t-il de nier les faits? Dans ses interviews, David Hamilton n'a jamais caché son obsession pour la pureté et l'innocence. Durant plusieurs décennies, ces clichés d'adolescentes dénudées lui ont ouvert les portes des galeries d'art du monde entier. L'œuvre d'Hamilton arrive dans une période très particulière en France. Il commence vraiment à percer dans les années 70. Et les années 70, c'est le lendemain de mai 68 en France. Il faut bien comprendre que toute la société était sous pression, que toute la société ne supportait plus l'hypocrisie bourgeoise autour d'une sexualité qui était reconnue comme honteuse et qu'il fallait cacher. Or, là, les gens en ont marre de se cacher et on voit émerger les fameux slogans de mai 68, « Interdit d'interdire »,« Jouir sans entrave ». Que ce soit dans la photographie, le cinéma ou encore dans la littérature, tous les courants artistiques vont être témoins de cette libération sexuelle. Le contexte de l'époque, c'est un contexte permissif à l'égard de l'adolescence et de l'enfance et dans sa mise en scène, mise à nu. Et ce qui pourrait choquer aujourd'hui quand on l'entendrait, c'est que lorsque des mères de famille viennent toquer à sa porte ou sonner à sa porte pour lui présenter leur fille, lui les accueille avec un appareil photo en bandoulière complètement nu. Ça pourrait choquer aujourd'hui, mais ça n'avait rien d'anormal à l'époque, parce que c'était le contexte de l'époque, et qui plus est dans le village naturiste du Cap d'Agde. Un cadre idéal qui permet également à l'artiste d'aborder ces jeunes modèles sans éveiller le moindre soupçon de la part de leurs proches. David Hamilton, c'est le flegme britannique, c'est une manière d'être, et c'était quand même une sorte de classe. Et donc, au travers de ça, il inspirait confiance. Il se rendait chez les parents et il essayait d'embobiner les parents en leur faisant signer un papier qui n'avait aucun risque. Et donc, il est venu à la maison. Ma mère, elle avait un petit doute et puis elle a quand même signé le papier. Elle m'a dit « Ok, je fais confiance ». Certains parents ne voient pas le mal dans les photos d'Hamilton. Et d'autres vont également se laisser aveugler par les strass et les paillettes. C'est ce que Flavie Flament dira aussi, c'est qu'il a apporté par procuration à sa mère la célébrité que sa mère n'a jamais eue. C'était ça. Il jouait de sa notoriété. Au resto, on était tranquille, on était fiers, on était avec David Hamilton. On le voit à la terrasse de restaurant le soir au Cap d'Agde avec un polo un peu pastel, lui très bronzé et très entouré, quoi. Très entouré. Des tablés d'amis, il y a des alcools, il y a du vin, on boit, on mange très bien. Et puis lui, c'est un peu le patron, quoi. Un patron qui a des règles bien strictes en ce qui concerne ses shootings photos. Il avait ce mode opératoire-là qui faisait qu'il y avait un secret de fabrication derrière ses photos. Donc en fait, il fallait qu'il travaille seul, il n'avait pas d'assistant. Seul avec ses modèles, David Hamilton userait alors de ruses
et de manipulation pour parvenir à ses fins. C'est-à-dire qu'il l'enrobe dans une espèce de bulle en disant « ça, tu le dis pas à tes parents parce que c'est notre petit secret ». Et puis, il instrumentalisait encore une fois ses autres victimes en disant à Flavie Flament à l'époque « mais Alice, elle aime bien qu'on fasse ça sous la douche », en disant à Alice « mais tel modèle aime bien qu'on fasse ça sous la douche ». Et puis, il leur disait qu'elles étaient les élues, que c'était elles qui l'avaient choisi, que des milliers de gamines auraient aimé être à leur place et qu'il les sortait de la noirceur de leurs conditions sociales. À travers leurs témoignages, les victimes présumées du photographe dresseraient le portrait d'un prédateur sexuel. À un moment, il est au Club 55, il avait pris une photo d'Élodie et elle avait toujours ses robes un petit peu déliquescentes et elle avait des chaussures un peu hautes en corde avec des lacets, lacets en cordelette comme ça. Et il l'a montré au Club 55 à table et il a dit « Regardez, c'est mon esclave ». Alors quelle sera la réaction du photographe face à ces nouvelles accusations dans la presse? Entamera-t-il des poursuites judiciaires? Et comment cette affaire va-t-elle se conclure près de 20 ans après la plainte d'Alice? Le 22 novembre 2016, suite aux nouveaux témoignages accablants dans les médias, David Hamilton annonce son intention de porter plainte pour diffamation. C'est quelqu'un d'extrêmement préoccupé par son image. On dit même qu'il est d'ailleurs plus soucieux de sa propre image que de ses images. Mais je pense que c'est le mécanisme de défense d'un artiste et d'un homme qui, à un moment donné, voit encore une fois l'édifice qu'il a patiemment, pierre après pierre, brique après brique, photographie après photographie, qu'il a patiemment édifié, qui tout à coup se fissure puis se brise. C'est la fin de sa vie, c'est l'apogée de sa carrière, il est normalement, il est censé partir en laissant une œuvre derrière lui, quoi. C'est ça, hein. Lui, il voulait entrer dans la postérité, hein, David Hamilton, il faut bien le comprendre. Lui, il se voyait l'égal d'un Gauguin, et quand, à la fin de sa vie, il est rattrapé par des accusations qui sont gravissimes, tout se brise, tout se brise. Mais 3 jours plus tard, le photographe va une nouvelle fois faire les gros titres de la presse pour une toute autre raison. David Hamilton, il est retrouvé le 25 novembre 2016, donc quasi un mois et demi après l'apparition de La Consolation, dans son appartement à Montparnasse, asphyxié dans un sac en plastique. C'est le voisin de palier, intrigué par sa porte d'entrée à moitié ouverte, qui, en pénétrant dans l'appartement de l'artiste, a découvert son corps inanimé. Alertés, les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme de 83 ans. Des médicaments sont retrouvés à côté de lui. Selon les premières constatations, David Hamilton est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. La police conclut à un suicide. Il n'a pas laissé de notes, mais des proches diront dans la presse qu'il était au téléphone quelques heures avant pour parler d'un projet sur un film pour une chaîne de télévision sur Saint-Tropez. Mais pour la presse, le timing de ce suicide soulève de nombreuses interrogations. Ce qui est effectivement troublant, c'est qu'il se donne la mort au moment où il est accusé gravement de la chose la pire qui soit, à savoir d'avoir commis un viol ou plusieurs agressions sexuelles sur ces modèles. Je l'ai appelé quelques jours à peine avant son suicide et où je lui ai dit « alors vous êtes mis en cause ». Il a nié les faits en disant que c'était une cabale contre lui, que c'était une machination, que c'était Flavie Flament faisait ce livre pour sa notoriété et qu'elle mentait, etc. Et qu'il allait apporter la preuve que, je sais pas, en tout cas il a nié qu'il allait être combatif. Ce suicide serait-il alors une forme d'aveu du photographe? Ne supportait-il plus les accusations à son égard?
Ou son décès n'a-t-il aucun lien avec cette affaire? Pour toutes les plaignantes, la réponse est évidente. Il a eu même honte, il n'a pas eu le courage de... Qu'est-ce qu'il aurait dit de toute façon au procès? Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais s'il défilé, c'est un lâche quand même, c'est un lâche. Évidemment, pour les victimes, ça a été un moment extrêmement dramatique parce qu'elles n'ont pas eu le sentiment d'être libérées de l'homme qui les avait violées. Elles voulaient la justice, mais encore une fois, il s'est dérobé par son suicide. Élodie, dont la plainte s'était soldée par un non-lieu en 2011, espérait encore que son dossier soit réouvert. On avait peut-être une possibilité avec ces charges nouvelles, ces nouvelles plaintes, de prouver qu'elle n'avait pas menti et qu'elle avait bien été victime. Et puis, le 25 novembre 2016, elle a compris que ça n'aboutirait pas parce que l'infraction, voilà, quand l'auteur disparaît, l'action publique disparaît. Un sentiment d'injustice d'autant plus grand que Flavie Flament se battait depuis plusieurs semaines pour relancer le débat sur la prescription en matière d'abus sexuels sur mineurs. Le 22 novembre 2016, soit 3 jours avant le suicide du photographe, elle avait été nommée par Laurence Rossignol, alors ministre des Familles, pour conduire une mission de consensus. Pour elle, c'était aussi une façon, évidemment, de mettre sur la place publique toute la question du viol et des abus sexuels sur les enfants. Après des mois de travail, Flavie Flament rend son rapport et cette disposition est finalement adoptée en août 2018 dans la loi sur les violences sexuelles et sexistes. Le délai de prescription a été allongé de 10 ans, donc il est passé à 30 ans après la majorité de la victime. Elle a pu, grâce à son malheur quelque part, faire évoluer la loi et contribuer à protéger d'autres personnes qui avaient été violées. David Hamilton s'est donné la mort le 25 novembre 2016. Il reste donc, aux yeux de la justice, présumé innocent. Aujourd'hui, Élodie, Alice, Sophie et tous les autres modèles vivent chaque jour avec les blessures du passé. À cette douleur s'ajoute la colère de ne jamais avoir été reconnue officiellement victime. Se reconstruire, vu mon âge, parfois j'ai du mal à y penser. Faut juste avancer et il faut surtout fermer la porte à tout abus, toute personne qui ne vous respecte pas.